Dans le brunch de l'info, ça va déménager si le président suit les propositions choc des 150 citoyens de la Convention Climat qui rendront officiellement leur copie demain. La semaine de 28 heures payée 35, l'autoroute limitée à 110 km/h ou encore 20% de viande et de produits laitiers en moins dans votre assiette. Des propositions qui pourraient redessiner la France de demain. Folie ou génie? Nous allons en débattre avec nos invités. David Cormand, bonjour. Bonjour. Député européen Europe Écologie Les Verts. Et Daniel Quérault, bonjour. Bonjour. Président de 40 millions d'automobilistes. Et notre équipe, Charles Chaffonjon, Yasmina Jaffar et Christopher Quarez. La Convention citoyenne n'a pas peur des clivages avec ses idées que certains jugent radicales. Le président recevra les membres de la Convention le 29 juin à l'Élysée afin d'apporter une première réponse à ces propositions qui sont encore en discussion au Conseil économique, social et environnemental où vous vous trouvez, Lucas Agdela. Oui, effectivement, Marie-Aline. D'abord, ce sont les citoyens qui doivent se prononcer. Ils sont encore en train de le faire sur les 150 propositions. Alors, le suspense est assez limité jusqu'ici. Hier, ils ont voté l'ensemble des propositions à une très large majorité, plus de 80%, y compris la baisse de la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h, adoptée à plus de 60%. Cet après-midi, ils doivent encore se prononcer sur la semaine de 28 heures et sur la possibilité ou non d'organiser un référendum. Demain, le rapport final sera remis à Elisabeth Borne. Mais pour savoir ce que l'exécutif retient de ces propositions, il faudra patienter encore un petit peu. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron doit recevoir les 150 citoyens le 29 juin et le président l'avait dit depuis le début, il retiendra une partie de ces mesures et depuis plusieurs jours, l'Élysée le fait savoir, la possibilité d'un référendum est bel et bien sur la table. Ce qui est certain, c'est que les mesures qui seraient retenues pour un référendum seraient forcément les plus consensuelles. On pense notamment à la rénovation thermique obligatoire pour les bâtiments. L'avantage pour l'exécutif, c'est d'incarner ce nouveau chemin dont a parlé Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution. Le risque, c'est de ne pas manquer une partie du vote sanction qui ne manquerait pas de sanctionner Emmanuel Macron. En tout cas, le président se sait très attendu sur ces thématiques environnementales alors que l'acte fort en matière d'écologie se fait toujours attendre et alors que La République En Marche a choisi dans de nombreuses villes de s'allier plutôt avec LR pour faire barrage aux écologistes. Bref, Emmanuel Macron doit prouver que cette convention citoyenne pour le climat n'est pas un gadget et n'est pas un énième comité Théodule. Merci beaucoup Lucas Agdela avec Alexis Tessier. C'est vrai qu'il y a deux visions de la société française qui s'opposent à travers ces propositions. Et écoutons sur LCI l'explorateur Jean-Louis Etienne et le lobbyiste pro-voiture Pierre Chasseret. Pour moi, il y a des ordonnances intéressantes. Et quand je dis ordonnance, c'est le médecin, c'est pas l'ordonnance. Vous voyez ce que je veux dire ? Une sorte de prescription de bonne conduite. Il y a plein de possibilités qui vont améliorer les choses. Mais la question de la pollution, moi je veux bien tout entendre, mais il y a deux façons de faire de l'écologie. Vous avez l'écologie des pessimistes, des décroissants, ceux qui prônent le fait de se passer des choses. Et vous avez ceux qui sont comme moi, plutôt optimistes et qui misent sur la recherche et développement. La recherche et développement, c'est le constant progrès et l'amélioration de ce qui existe. C'est quand même plus sympa comme perspective en sortie de confinement coronavirus qu'encore des restrictions. J'ai écouté les propositions du Conseil. C'est simple, je vais vous les résumer. Taxes, interdictions et restrictions. Eh ben avec ça, franchement, j'aimerais pas être Emmanuel Macron parce qu'il va s'amuser avec des propositions aussi grotesques. Des propositions grotesques? En quoi, Daniel Quérault? Écoutez, c'est mon délégué général, Pierre Chasseret, qui n'est pas lobbyiste pro-voiture. On est simplement porte-parole des automobilistes. Et on a du mal à comprendre comment est composée cette commission pour le climat, puisqu'elle nous sort des propositions qui sont en complet décalage avec l'opinion. Et on ne parle d'ailleurs que du 110 km/h. 110 km/h qui aura une influence extrêmement minime sur la réduction des gaz à effet de serre, mais qui dresse une obstruction et une difficulté majeure, puisqu'elle est rejetée par plus de 80% des Français, comme l'était le 80 km/h. On a mis hier une pétition qui s'appelle « Non au 110 » sur autoroute.com. Vous êtes réactif. En une journée, 200 000. On n'a jamais vu cela. Donc, on peut se demander, j'entendais ce matin le président de Respire, qui n'est pas quand même un pro-automobile, et qui disait « Ah non, le 110, c'est vraiment une proposition qui tombe mal, parce que ça va dresser la grande majorité de la France contre cette commission climat, et on ne va pas réussir à faire passer les autres propositions, dont il y en a certaines qui sont intéressantes. » David Cormand. Oui, mais c'est toujours l'éternel débat. C'est-à-dire que l'illusion qui consisterait à dire on peut faire de l'écologie, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que notre planète reste habitable pour l'humanité sans changer notre mode de vie et notre façon de consommer, de nous déplacer,
ça ne marchera pas. C'est une gageure. Et ce qui est intéressant avec la Convention citoyenne sur le climat, il va falloir quand même qu'on change nos manières de débattre à un moment. Nous, les écolos, ça fait 40 ans qu'on dit, ce modèle-là ne marche pas. Et on nous a répondu, oui, mais on est d'accord, vous comprenez, c'est compliqué. Les citoyennes et les citoyens, ils ne sont pas prêts. Là, il y a 150 citoyens et citoyennes qui se sont réunis. Ils ne sont pas écolos au départ. Ils sont représentatifs de tous les territoires de la France. Il y a sans doute toutes les opinions politiques. Ils ont travaillé 9 mois. Ils ont écouté des experts de tous les bords. Ils ont écouté des scientifiques, des techniciens. Et une fois qu'ils ont fait ce travail-là, ils disent, nous, après avoir bien réfléchi, on n'avait pas d'opinion au départ, on pense qu'il faut arrêter cela. Vous savez, moi aussi, je suis automobiliste. Je ne sais pas si vous me représentez, mais je suis aussi automobiliste. Et en tant qu'automobiliste, quand je suis piéton, j'ai envie d'être tranquille. Quand je suis cycliste, j'ai envie d'être tranquille. Quand je veux prendre le train, j'ai envie d'être tranquille. Je ne veux pas être prisonnier de ma voiture. Je veux être libre de pouvoir utiliser le moyen de transport qui embête le moins la collectivité sans être prisonnier de cela. Et quand vous dites que vous représentez les automobilistes, peut-être, mais aussi les lobbies des constructeurs automobiles, je vais vous dire pourquoi. Vous auriez pu mener un combat et mener une pétition. Notamment quand les constructeurs européens ont fraudé sur le diesel, ont volé de l'argent aux automobilistes. Parce que ces fraudes sur les moteurs diesel, ça a une conséquence, c'est que vous dépensez plus d'argent pour faire le plein. Est-ce que vous avez mené ce combat-là pour que Volkswagen soit poursuivi, pour que Renault soit poursuivi, pour qu'ils remboursent les automobilistes qui ont été volés? Vous ne l'avez pas fait. Nous, on l'a fait en tant qu'écolo. Donc, je pense qu'on défend plus que vous, les automobilistes, en réalité. Ouais. Daniel Quérault, répondez. Écoutez, nous sommes en permanence en liaison avec les automobilistes. Nous ne défendons pas les constructeurs. Nous sommes porte-parole des automobilistes. Donc on procède par sondage. On est en contact avec eux. Vous avez utilisé le bon mot, liberté. Vous avez la liberté. Vous voulez la liberté de prendre le transport en commun, le piéton, le vélo. Je fais exactement pareil que vous. Mais quand on parle que de restrictions, de réduction et de punition, ça ne peut pas fonctionner. Il faut susciter l'adhésion. Et en ce moment, on demande justement aux automobilistes de faire des efforts, d'acheter des voitures électriques qui n'ont pas l'autonomie, les constructeurs de faire des efforts. Ils ne le font pas, les constructeurs. C'est ça que je vous dis. Suscitons l'adhésion. Pourquoi vous ne vous tournez pas contre les constructeurs plutôt que contre les écolos? Pourquoi contre les constructeurs? Je n'ai rien contre les constructeurs. Je vous l'ai expliqué, parce qu'ils ont fraudé. Ils ont menti sur les moteurs qu'ils ont vendus. Le sujet n'est plus là. Le sujet aujourd'hui, ah non, il est central. C'est comment on prépare demain. On prépare demain avec le progrès technologique, avec l'adhésion des citoyens. Vous n'allez pas faire avaler des choses aux citoyens s'ils ne sont pas d'accord. On a vu cet effet du 80 km/h, des taxes sur les carburants. Moi, je me rappelle avoir dit dans une émission, on ne va quand même pas faire croire aux Français qu'il suffit de taxer les carburants en France pour refroidir la Terre. Là, on voudrait faire croire aux Français qu'il suffit de rouler à 110 sur les autoroutes pour refroidir la Terre. De qui on les prend pour des imbéciles ou quoi? Ça a été modélisé. Le passage ça n'apporte pratiquement rien, je peux vous le démontrer. 15% du trafic sur les autoroutes, diminuer de 15 à 20% les émissions sur des autoroutes, sur 15%... J'interviens pour rebondir sur l'adhésion des Français. Ça ressemble à rien. C'est intéressant parce que la crise des Gilets jaunes, ça a commencé avec les taxes sur le carburant. Donc, est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à accepter ces mesures? Vous avez la réponse avec cette convention climat. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est 150 citoyens. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, effectivement, il y avait une injustice fiscale. Non pas sur la fiscalité du carbone. Pour moi, elle est légitime. Le problème, c'est qu'on s'est attaqué aux contribuables captifs. Quand vous êtes prisonnier, c'est pour ça que je parlais de prisonnier de sa voiture. Vous savez, les gens, une voiture en moyenne, ça coûte 700 € par mois. Il y a plein de gens, s'ils pouvaient s'en passer, ils seraient bien contents. C'est un 13e plus un 14e mois tous les ans, si on peut se passer d'une voiture. C'est extraordinaire. Moi, c'est pour ça que j'ai envie de nous émanciper de la voiture, justement pour être plus libre. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de la voiture. Et justement, c'est pour ça que la taxe, telle qu'elle avait été présentée, était injuste. C'est qu'on a dit aux gens, on va vous taxer sur le diesel, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire la bagnole. Et avec l'argent qu'on va récupérer, on ne va pas faire des infrastructures pour que vous puissiez vous en passer de votre voiture. On va financer d'autres trucs. Mais là, les Gilets jaunes, à juste titre, on dit, écoutez, nous, on est écolo, mais pourquoi vous voulez... Ça nous tombe toujours dessus. La taxe sur le kérosène, toujours zéro. La taxe sur le fioul lourd pour les transports de marchandises à travers la planète, c'est toujours zéro. Donc là, il y avait une injustice fiscale. C'est pour ça qu'on a créé la Convention climat. C'est pour ça que c'est des citoyens qui ne sont pas engagés au départ politiquement, qu'on fait ce travail et qui arrivent aux mêmes conclusions que ce que disent les écologistes depuis des années. C'est ça qui est intéressant. Donc l'argument de l'opinion publique n'est pas d'accord, je vais vous dire, j'y crois pas. C'est les dirigeants qui sont pas d'accord. C'est là qu'est le blocage. Daniel c'est pas du côté des citoyens. Non, mais il ne faut pas dire des choses comme cela. Vous voulez décider à la place des gens. Vous voulez décider ce qui est bon pour eux. Vous voyez, avec la crise... c'est pas moi, c'est la Convention
crise du coronavirus, même Mme Hidalgo a dit on ne veut plus voir la voiture à Paris, on ne veut plus voir les voitures. Moralité, vous regardez tous les sondages, 86% des Français vont partir en vacances en voiture parce qu'ils sont dans leur voiture, dans un endroit sécurisé, j'ai pas l'impression que Mme Hidalgo, c'est exactement ça. J'ai pas l'impression que Mme Hidalgo, elle a été sanctionnée par les électeurs. Aujourd'hui, tous ces bruits autour, l'écologie, ce sont quand même quelque part des minorités de jour, puisqu'on voit bien que l'opinion publique est contre tout cela. Donc ce sont des minorités qui veulent décider à la place des autres ce qui est bon pour eux. Ça ne marche pas comme ça. C'est vous qui le dites, monsieur. Ça ne marche pas comme ça. C'est vous qui le dites, ça. Est-ce que M. Macron, qui est déjà dans une France qui est clivée, où il y a eu les Gilets jaunes, il a envie de ranimer encore cette guerre? Eh bien, je pense, je lui souhaite beaucoup de courage. Vous savez, l'écologie, c'est pas la guerre, c'est le contraire. C'est oui, éviter les conflits, c'est éviter que la planète devienne irrespirable, invivable. Oui, mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens, c'est-à-dire la science, la technologie, effectivement des voitures plus propres, et de faire en sorte que les gens adhèrent. Si on fait la politique contre les gens, ça adhère pas, ça peut pas marcher. C'est pas contre, c'est les citoyens là qui le demandent. Alors 150 citoyens de la Convention climat. Je voudrais qu'on a parlé de la voiture, je voudrais qu'on s'arrête également sur une autre proposition qui risque aussi de susciter beaucoup de débats. La semaine de 28 heures payées 35 pour ceux qui sont au SMIC. Quel est l'intérêt de cette proposition? Mais écoutez ce que dit l'écrivain Émeric Caron. Benoît Hamon l'avait très bien expliqué pendant la présidentielle, à cause tout simplement de la modernité, des moyens techniques qui sont les nôtres aujourd'hui, de l'informatisation, qui font qu'aujourd'hui, il y a moins de boulot, tout simplement. Et c'est une super opportunité. C'est-à-dire plutôt que d'essayer de courir derrière un fantasme qui est celui du plein emploi, qu'on n'obtiendra plus jamais, parce que la population augmente, mais les emplois, eux, diminuent grâce à la technologie. Et tant mieux si ce sont les emplois pénibles qui disparaissent d'ailleurs. Eh bien, profitons-en pour inventer une nouvelle société. Est-ce que c'est le bon timing, si je puis dire, le bon tempo? C'est un timing Charlotte. très particulier puisqu'on sort d'une crise sanitaire qui a laissé quand même beaucoup d'entreprises dans un état extrêmement compliqué et que ça fait plusieurs semaines qu'on débat ici sur ce plateau sur le fait que certaines entreprises veulent baisser les salaires pour un temps de travail égal. Donc on est vraiment dans un timing entre la Convention citoyenne et l'état économique du pays suite au confinement qui a duré quand même quasiment 3 mois, qui est complètement contradictoire. Est-ce que les propositions de la Convention citoyenne sont compatibles avec l'état économique du pays? Je ne sais pas. Alors après, la proposition concerne apparemment les gens qui sont payés uniquement au SMIC, oui. Qui avait l'air d'être plutôt épargnés, en tout cas dans une très moindre mesure, par les mesures drastiques d'économie. Et encore, on a vu des entreprises qui voulaient pénaliser également les salaires au SMIC. Donc, ça me semble extrêmement paradoxal comme débat. Et je ne suis pas économiste, mais en tout cas, cette proposition me semble ne pas du tout correspondre à l'état économique du pays. David Cormand. De manière très pragmatique, c'est pas une question d'idéologie pour le coup, mais je vois pas mathématiquement comment c'est possible. Mais... David Cormand, tu peux peut-être nous expliquer. Je pense que la question du temps de travail est une question profondément politique et idéologique. C'est pour ça que je la resitue dans le contexte actuel. Non, mais c'est pas une critique. Enfin, vous avez raison de remettre ça en C'est extrêmement difficile de faire comme si on n'était pas en juin 2020 en pleine crise sanitaire. Vous savez, et on dirait que c'est un peu ce qu'ils font. Vous savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu le Conseil national de la résistance, avec le plus grand volet de politique sociale qu'on n'a jamais mené depuis des décennies avant, on sortait d'une situation un peu compliquée aussi. Et on l'a fait. Et on l'a justement fait, parce qu'on était dans un territoire traumatisé par la guerre. Quand il y a eu la crise de 29... Mais pardon, mais vous savez comme moi qu'on a un gouvernement qui dit, je pense à la ministre du Travail en permanence, il faut travailler plus, Comment accueillir cette alors là, je suis complètement d'accord avec vous. Je ne sais pas comment ils vont faire. D'accord, mais ça va être très intéressant. D'accord, mais c'est un tout autre sujet. C'est qu'on a un gouvernement, vous faites bien de le rappeler, qui, pour des raisons idéologiques, parce que c'est pour ça, c'est pas ça l'idéologie, c'est pas ça la politique, pense qu'il faut faire le contraire. Mais l'histoire de notre civilisation, ça a été au fur et à mesure de justement réduire cette dépendance au labeur et à la dureté du travail. C'est ça l'histoire progressiste du monde. Et donc, dire que c'est nécessaire de réduire le temps de travail, il y a toutes les raisons qu'a donné Émeric Caron, qui sont des raisons techniques et qui sont justes. Pour moi, il y en a une autre, et c'est pour ça que la Convention pour le climat, qui n'avait pas vocation à parler du temps de travail. On peut se dire qu'ils devaient travailler sur la question climatique. Pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion-là? C'est ça qui m'intéresse. C'est parce qu'ils ont compris que la question écologique, c'est une question de changer, c'est notre débat précédent, du rapport à la consommation, du rapport à la production, du rapport à la croissance aveugle, du rapport à tout ça. Et quand on déroule ce fil, on en arrive à la conclusion que non, on n'est pas des bêtes de somme dont notre utilité sur Terre, c'est de travailler toujours plus. Au contraire. Mais les entreprises, elles peuvent se permettre de payer 35 heures un salarié qui va travailler que 28 heures. Oui, mais avec ce raisonnement-là, pardon, mais les entreprises, au moment où on a arrêté que les enfants travaillent, elles donnaient les mêmes arguments.
Ça dépend du cadre et des règles que vous mettez dans la société. L'économie, ce n'est pas une entité au-dessus de nous qu'on ne maîtrise pas. L'économie, ce sont des choix. Et si on est dans une démocratie, c'est pour choisir. Daniel Quérault, j'ai envie de parler. Envie de réagir, allez-y. Je suis automobiliste, mais citoyen. Oui. J'allais dire, finalement, on vient de connaître une crise qui nous entraîne vers la décroissance, là, quelque part. Et on s'est endetté. Si on veut rembourser la dette aujourd'hui, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'augmenter la production et la croissance. On ne remboursera la dette que par la croissance. Et on n'aura pas de croissance si on ne travaille pas. Vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé, vous avez parlé d'après la guerre. Je suis né après la guerre. Moi, je suis arrivé à Paris de ma Bretagne après la guerre. J'ai travaillé 40 heures, je faisais des heures supplémentaires, on a tout reconstruit. Vous ne pouvez pas reconstruire si vous ne travaillez pas. Donc, je ne vois pas comment on peut en sortir. Tout le monde a envie de vivre bien, de peut travailler, peut-être de marcher à pied, de faire du vélo. Ce n'est pas ça, la vraie vie. Là, on est dans une compétition mondiale. Si on veut aller chercher la croissance, il va falloir travailler. La décroissance que vous prenez, c'est quoi, la décroissance? C'est la famine. C'est la famine, non, ce que vous décrivez, c'est l'épidémie qui revient et c'est la guerre. Vous regardez toute l'histoire, la décroissance a toujours entraîné cela. Quand on voit les gens qui se révoltent parce qu'ils n'ont plus de pouvoir d'achat, ça a entraîné cela. Si on veut revenir au temps ancien, on est quand même beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'au temps ancien. Moi, je suis pour le progrès, justement. Oui, le progrès. Et le progrès, c'est la réduction du temps de travail. Le progrès, c'est pas de travailler moins. Le progrès, c'est de travailler, peut-être travailler mieux, travailler différemment. Mais pas de travailler moins. On a besoin de reconstruire l'économie. Si vous dites aux gens, vous allez travailler moins. Allez, on est en compétition mondiale. Vous avez les Chinois, vous avez les Asiatiques, vous avez tas de pays. Bon, pour ou contre, sachez que vous, les Français, vous serez peut-être amenés à vous exprimer par référendum. Le chef de l'État l'envisage. Sur chacune de vos propositions, il me semble que si on est responsable de manière réciproque, ce que moi j'entends faire, c'est venir vous dire, les yeux dans les yeux, ce que j'en ferai. Si ce sont des textes de loi qui peuvent passer comme tels, je suis tout à fait prêt à les soumettre à référendum, in texto. Si on a une série de questions dont on pense qu'il faut les soumettre sans filtre à nos citoyens, je suis prêt à initier une démarche de référendum, si je puis dire, indicatif. Mais je suis tout de suite clair avec vous sur le fait que même si les gens auront répondu oui sur une de vos propositions, ça ne sera pas d'application directe parce qu'il faudra une loi derrière du Parlement. La France, Yasmina, va peut-être connaître son premier référendum depuis 2005. C'est une question aussi de démocratie. En tout cas, vu à quel point il s'est avancé en prenant une phrase connue qui est devenue un slogan qui est les yeux dans les yeux, il ne va pas pouvoir y déroger. Il a pris un risque là. Un peu comme le coûte que coûte ou le quoi qu'il en coûte. Enfin voilà, il y a des phrases qui engagent. Ce qui est intéressant là, c'est de voir une réflexion sur la démocratie et le travail que l'on a fait aujourd'hui. Vous parlez des temps anciens tout à l'heure. Emmanuel Macron, en 2017, est arrivé en disant qu'il fallait plus de représentativité de la société et du coup, nous allons mettre des personnalités de la société civile dans les députés. Il y a eu en 420 avant notre ère, le philosophe Platon qui, lui, dans La République, le livre La République, ou alors Le Banquet, considérait qu'il fallait absolument parler avec tout le monde, une discussion directe avec les citoyens. Puis quelques années après, longtemps après, en 1830, dans L'Art d'avoir toujours raison, Schopenhauer, lui, disait qu'il fallait absolument, comme Aristote, discuter avec des gens qui n'avaient que le même niveau que vous. Avec cette convention citoyenne, c'est la parole donnée à 150 personnes. Alors heureusement qu'ils n'étaient pas 3000, parce que sinon on aurait eu 3000 propositions. C'est la parole donnée aux citoyens. Donc Emmanuel Macron est cohérent dans la façon qu'il a vendu sa campagne en 2017, mais il ne va pas falloir aujourd'hui mentir. Il va falloir qu'il soit entre Platon et Schopenhauer, qui était un petit peu présomptueux, et de donner vraiment la parole aux gens et ne pas leur mentir et d'aller au bout, parce que quand il dit « si le texte est clair, il sera appliqué sans filtre », alors il faudra le faire. Peu importe. Alors il y a des propositions un peu étranges, comme le 28 heures payées 35, mais il y en a d'autres. Pas étrange pour David Cormand. Oui, bien sûr, mais Charlotte a raison, c'est peut-être pas forcément réaliste, alors qu'il y a des propositions très intéressantes et très égoïstement, la publicité dans les boîtes aux lettres, il y en a marre. Voilà. Pas seulement dans les boîtes aux lettres. Non, mais c'est intéressant. Voilà, non, mais la publicité, le rôle de la publicité dans notre société et la consommation, tout ça, c'est très intéressant dans la Convention. Le principe d'associer les citoyens aux grands choix politiques en matière environnementale, Christopher, eh bien, cette tendance, elle s'étend en Europe, hein, c'est pas seulement en France. Oui, c'est ça, c'est la nouvelle société, si l'on peut dire. D'ailleurs, si on regarde vraiment les motivations d'Emmanuel Macron, il faudrait remonter à la fin du grand débat et cette grande conférence de presse à l'Élysée. Voici ce qu'il avait déclaré. Dès le mois de juin, nous tirerons au sort 150 citoyens pour constituer ce début de conseil de la participation citoyenne. Et nous commencerons à innover avec
ce nouveau travail qui, je crois, répond aux aspirations profondes et permet de mobiliser l'intelligence collective de manière différente. Innover, mobiliser l'intelligence collective, cette aventure démocratique inédite, pour reprendre les mots du chef de l'État. Elle est inédite en France, mais pas forcément en Irlande. D'ailleurs, l'exécutif s'est inspiré du modèle irlandais, ce modèle de démocratie participative. C'est après, par exemple, délibération d'assemblées citoyennes qu'ont été organisés des référendums débouchant sur la légalisation de l'avortement ou encore le mariage pour tous, des questions ô combien majeures pour cette société. L'initiative, elle remonte à 2009, quand l'Irlande avait traversé une crise financière sans précédent, une crise de défiance aussi vis-à-vis du pouvoir, un peu comme en France avec la crise des Gilets jaunes. Et contrairement à la France, eh bien, l'initiative, elle est venue d'universitaires, le projet We the Citizen, nous les citoyens, collectif qui avait donc poussé le gouvernement, par exemple en 2012, à valider une première assemblée populaire qui a débouché sur ce référendum, donc 2 ans plus tard, sur le mariage pour tous. Et en 2016, rebelote, une deuxième assemblée composée de presque 100 citoyens qui, elle, s'est prononcée pour la légalisation de l'avortement. Et aujourd'hui, eh bien, il est question également de parler environnement. Christopher, l'Irlande, la France sont imitées. Absolument. Le Royaume-Uni, par exemple, fin janvier, l'a ouvertement dit, s'inspire de la France. 110 citoyens qui, eux, sont tirés au sort et vont devoir discuter justement de mêmes sujets clés, transport, agriculture, pour parvenir à l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Cette convention-là n'est pas diligentée par l'exécutif et aucune garantie d'ailleurs que ces propositions citoyennes soient reprises par l'exécutif. On peut parler aussi de l'Espagne qui a lancé, elle aussi, une assemblée citoyenne. Berlin, Varsovie y a également pensé. Alors, je vais peut-être être un peu ambitieux, mais peut-être qu'une assemblée citoyenne européenne pourrait un jour voir le jour. Peut-être, Christopher. Merci beaucoup, David Cormand, d'être venu dans le Brunch de l'Info. Merci, Daniel Quiro, d'être venu débattre. Vous restez avec nous. À suivre, le déconfinement est une phase dangereuse, dit l'OMS. Une alerte inquiétante à l'heure où même le professeur Raoult craint désormais une deuxième vague. À tout de suite.